Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Donc là, on va passer au niveau de la phase pratique de ce TP et le TP4. Donc ici, on aura besoin de la machine Kali et de la machine Metasploit Table 2. Donc j'ai déjà lancé les machines. Donc on va récupérer l'adresse IP de la machine Metasploit Table 2. Pour cela, il y a une méthode qui nous permet de scanner le réseau et de récupérer directement l'adresse IP là-bas. Mais ici, on n'en a pas besoin. Donc, on va le récupérer directement sur la machine Metasploit Table en mettant ces identifiants. Le login, c'est MSF admin, et le mot de passe aussi, c'est MSF admin. On a juste besoin de récupérer l'adresse IP. Donc, une fois qu'on appuie sur le login sur la machine, donc on met IP espace A, ou bien on met ifconfig pour récupérer l'adresse IP de la machine Metasploit Table. Donc ici, l'adresse IP est 192.168.1.155. Donc c'est cette adresse IP là qu'on va utiliser au niveau de notre machine Kali pour accéder à l'application DBWA pour pouvoir faire notre première attaque qui est une attaque par brute force sur une application web. Donc ici, on va se loguer, on va se connecter sur le serveur en ouvrant un navigateur sur notre machine Kali et en mettant l'adresse IP de la machine Metasploit Table qui est 192.168. Un point, on va revoir encore, 1.155. 1.155. Comme ça. Donc là, certainement, c'est le proxy qui est activé. Donc vous devez d'abord le désactiver avant de continuer. On va désactiver le proxy. On va sur Préférences. Patiente un peu. On va rechercher ici proxy. On recherche proxy. Donc on va cliquer sur Settings. Ensuite, on va mettre nos proxys. On va revenir sur cette partie pour pouvoir capturer les requêtes avec WebSuite. Donc maintenant, on va actualiser. Et normalement, on pourra se connecter sur le serveur. Donc, je vais reprendre ici. Une fenêtre. Donc, je lance. On patiente un peu. Voilà, c'est bon. Donc là, on va cliquer sur DBWA. Donc ici, on va se loguer avec admin et password pour pouvoir accéder à notre application vulnérable. Donc on se logue avec admin et password. Donc admin comme username et password comme mot de passe. C'est bon. Maintenant ici, d'abord on va régler le niveau de sécurité, mais c'est pas grave, on laisse ça comme ça parce que ça va passer aussi, même si on ne règle pas le niveau de sécurité alors. Donc ici on va sur brute force ici. Donc voici la page de login. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une attaque par brute force pour récupérer les identifiants valides de cette application web. Donc ici, on va d'abord tester avec des identifiants qui ne sont pas valides pour voir le type de message d'erreur qu'on aura. Donc on met test. Donc on patiente. Là vous voyez, on a username and or password incorrect. Donc ce message-là va nous aider pour détecter la bonne combinaison au niveau de WebSuite. Donc on va le garder. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer le proxy. Donc on va
activer le proxy. On clique, on va sur préférences, donc on va rechercher ici proxy. On recherche proxy, donc on clique sur settings. Maintenant on va cocher manuel proxy. Si on coche manuel proxy, il faut vous assurer que vous avez mis ici l'adresse de l'adresse 127.0.0.1 et le port 8080 ici. Donc il faudra le faire. Ensuite vous cliquez sur OK et c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? On va lancer Burp Suite. Donc on en a parlé au niveau de la phase théorique. On lance Burp pour pouvoir intercepter les requêtes et les modifier et éventuellement les rejouer. Donc on lance Burp. Je dis que cette application qui va nous aider à faire l'attaque de brute force et de pouvoir découvrir les identifiants valides de cette application web. Donc on patiente. Donc c'est bon, on clique ici sur Next, Start Burp, on patiente aussi à nouveau. D'accord, l'application est lancée. Maintenant, on va venir sur Proxy, ici, l'onglet Proxy. On clique sur l'onglet Proxy. On va mettre l'interception à Off d'abord pour éliminer déjà les requêtes qu'il a pu capturer. On va le remettre à On. Donc ici, on est sur l'application web. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer des identifiants qui ne sont pas bons, Donc, on va cliquer sur Login. Donc, on réactualise ici. Donc, on va intercepter la requête sur Burp Suite. Donc, je forward cette première requête pour pouvoir accéder à la deuxième qui nous intéresse. On patiente un peu. Patiente un peu, voilà encore. Patiente un peu pour voir. Et normalement, ça devait être automatique. Voilà. Donc ici, voici la requête qui nous intéresse. Donc ici, on a vu qu'on a essayé de se connecter sur l'application web avec comme username test et comme mot de passe test. Cela, c'est pas correct. Donc, mais si on va utiliser cette requête, on va envoyer au niveau de l'intruder. Comme ça, on va mettre un clic droit, send to intruder. Maintenant, on va revenir sur l'intruder. Donc, c'est à partir de là qu'on va faire notre attaque par brute force. Donc, on va aller sur position. Donc, ici, on a vu qu'il a sélectionné beaucoup de positions. Il a sélectionné des positions, donc on va les supprimer. Les deux positions qui nous intéressent sont égales, l'username égal. Donc, on va sélectionner le test, ce qu'on avait mis. Test. On va cliquer sur Add pour ajouter. Là aussi, password, la position password égale, qui est égale à test, ce test-là qui nous intéresse, on va le sélectionner. On va cliquer aussi sur Add. Donc, c'est bon. Donc, après avoir choisi des positions, donc ici, on va changer le type d'attaque. Ici, on était sur l'option sniper. Donc là, au niveau de la vidéo bonus, on va en parler. Donc la position sniper, on va ici prendre l'option l'attaque cluster bomb, donc qui va casser tout. Donc une fois qu'on a sélectionné le cluster bomb, on va aller sur payload. On va maintenant mettre les payloads, c'est-à-dire les wordlists, les wordlists qui vont nous permettre, qui vont être testés par l'application pour voir s'il y a une correspondance entre username et password. Donc maintenant, ici, à partir de là, il y a deux méthodes. Donc on peut rentrer directement la wordlist ici, ou bien on va le chercher au niveau de la machine. Donc ici, on va entrer directement quelques usernames, par exemple, on va utiliser admin, on va utiliser HackAhmed,
Ahmed, on va utiliser Smithy. Donc c'est bon. Donc vous remplissez ici et ensuite vous cliquez sur Add, comme ça il sera ajouté au niveau du premier payload. Donc pour le premier payload c'est bon. Maintenant pour le deuxième payload, on va utiliser l'autre méthode qui va consister à aller chercher une word list sur la machine Kali. Donc on va d'abord créer la word list. Donc on va venir sur le terminal. Moi j'utilise Gedit. Donc on va utiliser Gedit, on met pass.txt. Donc pour créer notre liste de mots de passe. Donc là il ouvre un fichier. On va créer les passwords ici. Donc je vais mettre pass, test, ensuite password, comme ça. Donc c'est bon. On est juste en phase de test. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de mots de passe. Donc on va enregistrer ici. On va fermer. Donc on va revenir sur le bug. Mais cette fois-ci, on va aller chercher la word list. Ici, on avait changé de payload pour le payload numéro 1. Donc, on avait entré ça manuellement au niveau de l'application web ici. Donc, on entre, par exemple, je vais ajouter un troisième pour vous montrer. Donc, on met test, par exemple, et vous cliquez sur Add et automatiquement, ça sera ajouté au niveau de la word list des usernames, c'est-à-dire qui concerne le premier payload. On va ici cliquer et sélectionner le deuxième payload, mais cette fois-ci, on va aller chercher notre word list qu'on vient de créer sur la machine Kali. Donc, on va cliquer sur l'autre. Donc, on est sur root. Donc, voici la word list qu'on vient de créer qui est pass.txt. Donc, on va double-cliquer et ça sera automatiquement ajouté. Vous avez vu, c'est ça qu'on avait créé au niveau de la word list qui contenait les passwords. Donc, une fois que c'est fait, il nous reste au niveau des options. Donc, on va aller au niveau des options et Craig Match. Ça va nous aider à détecter facilement les bonnes combinaisons, quoi. Donc, on va supprimer tout. Yes. Maintenant, on va prendre le message d'erreur qu'on avait. Donc, je vous avais dit qu'on allait utiliser ça. C'est le message-là qu'on va copier et qu'on va coller au niveau de Great Match, quoi. Donc, ça va nous aider à détecter facilement les bonnes combinaisons quoi. Donc, on va coller ça ici. On a copié, on va coller ça ici. On va cliquer sur Add. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On peut lancer l'attaque maintenant. Donc, vous venez tout en haut, ici à droite, vous allez voir Start Attack. On va cliquer ici. OK. Donc, maintenant, l'attaque va se lancer. Donc, on va agrandir la fenêtre et on va patienter pour voir les bonnes combinaisons. Donc, on augmente ici. C'est l'option Great Match qu'on avait collé ici. Vous avez vu username and or password incorrect. Donc, ici, cela va nous aider. Comment cela va nous aider? Vous allez voir que l'ensemble des combinaisons qui ne sont pas bonnes sont cochées au niveau de cet onglet-là. Si vous regardez bien, il y a la combinaison admin et pass qui n'est pas bonne, donc elle est cochée ici. Et aussi la combinaison Ahmed et pass qui n'est pas bonne aussi, c'est encore coché. Donc les mauvaises combinaisons sont toutes cochées ici et les bonnes combinaisons ne sont pas cochées. Donc on va voir là où les cases qui ne sont pas cochées, on va essayer de voir les combinaisons là-bas. Donc c'est ça les bonnes combinaisons. Ici vous voyez admin et password, c'est une bonne combinaison. Donc c'est pas coché. Vous voyez ici Smithy et password aussi, là aussi c'est une bonne combinaison. Donc c'est pas coché. Donc on peut aussi vérifier. Par exemple, on clique sur la combinaison admin et password, on va sur response ici. Automatiquement, vous allez voir que c'est une bonne combinaison grâce au message de bienvenue là. Welcome to the password protected area admin. Donc ici, on a trouvé deux combinaisons qui sont bonnes, qui est admin et password.
et Smithy et password. Donc on va les tester au niveau de l'application pour voir. Donc là on a réussi à faire une attaque par brute force. Donc on a deux combinaisons qui sont bonnes. Donc on va aller sur l'application. D'abord on va stopper, on va arrêter on va enlever le proxy. Donc pour pouvoir se loguer normalement sans problème. Donc on revient sur l'application. Donc on va mettre la combinaison admin et comme mot de passe, password. Donc on met login. Normalement vous avez vu, donc welcome to the password protected area admin. Donc ça c'est une bonne combinaison. On va essayer l'autre qui est Smithy. Smithy et password aussi. Smithy et password. Ok. Là aussi vous avez vu, on a le message de bienvenue. Donc ces deux combinaisons sont bonnes. Maintenant on va passer à ZapProxy. ZapProxy aussi va nous aider à faire une attaque pour brute force. Donc c'est un outil aussi qui est un proxy. On en a discuté sur la phase théorique. Donc on va le lancer. Pour le lancer c'est facile. Donc on va mettre ZapProxy sur le terminal, cliquer sur entrée. Automatiquement ça va lancer ZapProxy. Donc ZapProxy aussi va nous aider à faire une attaque par brute force. Pour cette attaque là, je vais créer des dictionnaires comme ça. Je ne vais pas rentrer manuellement. Je ne vais pas rester là à rentrer manuellement les combinaisons, quoi. Donc si on met ls, on a déjà créé le dictionnaire passe. Le dictionnaire pour les mots de passe. Le dictionnaire pour les mots de passe, on a déjà créé sur l'attaque précédente. Donc on va créer maintenant un dictionnaire pour les utilisateurs user.txt. Donc vous mettez edit ou bien vous pouvez utiliser aussi Vim ou Nano, etc. Donc vous pouvez utiliser Vim, Nano, etc. Donc moi j'utilise edit, donc je lance edit user.txt. Ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la liste des usernames, par exemple admin, test, Hakamet et Smithy. Donc, on a dit Smithy, maintenant on va enregistrer. On a enregistré, on ferme. Donc là, si je mets ls pour lister le contenu du répertoire, là vous allez voir que j'ai username.txt et password.txt. Donc on a deux dictionnaires qu'on va utiliser pour l'attaque. Donc ici, on va aller sur ZapProxy. ZapProxy, on l'avait déjà lancé. Donc, on voit que c'est lancé. On va faire la même chose. On va encore activer le proxy. Pour activer le proxy, je vais le prendre pour vous aider à mieux comprendre. Donc, pour activer le proxy, on va venir sur les trois traits. Donc, on clique. Donc, on va sur Préférences. Au niveau des préférences, maintenant on va rechercher proxy. Proxy, donc on clique sur Settings. Maintenant on va activer Manual Proxy. On va cocher l'option Manual Proxy. Donc je vous avais dit, si vous n'avez pas ici l'adresse IP 127.0.0.1, il faudra l'ajouter. Au niveau de port, si vous n'avez pas le port 8080, il faudra ajouter. Ensuite vous cliquez sur OK et c'est bon. Donc là, on est toujours sur l'attaque par brute force. Donc, au niveau de l'application web, ce qu'on va essayer de faire avec l'autre outil qui est ZapProxy. Donc, ZapProxy est déjà lancé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se connecter ici. Donc, en utilisant des identifiants qui ne sont pas bons encore. Test. OK. Maintenant, on va revenir sur ZapProxy. Donc, on revient sur Zap. Donc, vous voyez, là, on a commencé à capturer les requêtes.
Donc ici on va décocher ici DVWA, vulnerabilities, et ce qui nous intéresse c'est celle-là, c'est get root, login, etc. Donc on va mettre un clic droit sur ça, on va aller sur attaquer et ensuite générer du bruit en bas, tout en bas. Donc c'est bon. Ici on va agrandir un peu. On va agrandir un peu. Donc ici là aussi c'est la même chose, il y a deux positions qui nous intéressent, c'est-à-dire la position test. On va sélectionner test pour le username, on va cliquer sur ajouter. Une fois sur ajouter, on clique encore sur ajouter. Donc ici on va changer string en fichier, comme ça on pourra trouver notre fichier sur notre fichier user.txt sur l'ordinateur. Donc on clique sur sélectionner. Donc ici vous voyez user.txt, vous allez mettre un double clic et c'est bon. Vous allez cliquer ici sur ajouter, et automatiquement c'est bon pour le user. Maintenant on met OK, on revient, on va sélectionner ici test pour le password, c'est le test qu'on avait entré. On va cliquer encore sur ajouter. Une fois sur ajouter, on clique encore ici sur ajouter pour aller chercher notre liste de mots de passe. On va enlever l'option string, on va cocher fichier, on va cliquer sur sélectionner pour aller chercher le dictionnaire de mots de passe. Donc on avait déjà créé, donc on va double cliquer ici sur passe.txt et ajouter, OK, et c'est bon. Maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? On va démarrer tout en bas à droite le phaser pour démarrer l'attaque. Donc là, l'attaque va démarrer. Ici, vous voyez. Maintenant, ici, ce qui va faire la différence, c'est la taille des paquets. Donc ici, c'est là où on va regarder pour savoir les bonnes combinaisons. Donc, les mauvaises combinaisons ont tous la même taille. Donc, l'ensemble des mauvaises combinaisons ont tous la même taille. Maintenant, les bonnes combinaisons, ils auront une taille qui est différente des mauvaises. Donc ici, on voit 4575 octets, 4575 octets, 4575 octets. Donc là, ce sont les mauvaises combinaisons. Mais dès qu'on voit une taille qui est différente de 4575 octets, on va regarder cette combinaison, on saura que ça, c'est une bonne combinaison. Donc ici, si on regarde, vous allez voir, c'est admin et password, donc ça c'est une bonne combinaison. On l'avait trouvé précédemment sur l'attaque par brute force au niveau de Bobsuit. Maintenant, on revient encore, on voit qu'il y a 4575, le paquet qui suit, les autres paquets jusqu'au dernier qui est 4643. Donc on va suivre et on va voir la combinaison ici à droite qui est Smithy et password. Donc ça aussi c'est une bonne combinaison. Donc on peut voir même ici au niveau des réponses que si on clique sur cette combinaison, on va voir que là il y a un message de bienvenue qui est welcome to the password protected Smithy area Smithy. Maintenant, si on clique sur une mauvaise combinaison, vous allez voir qu'on n'aura pas un message de bienvenue. Vous avez pris. On n'a pas ici un message de bienvenue. On a quoi? On a username or password incorrect. Donc là, ça nous permet de voir en temps réel ce qu'on a, les réponses qu'on a et de voir en même temps les bonnes combinaisons. Donc là, les deux bonnes combinaisons sont admin et password qui a une taille de 4641 octets et la dernière combinaison qui a une taille de 4643 octets. Donc là, on vient aussi de faire une attaque par brute force grâce à l'outil Zap Proxy. Maintenant, on va passer on va utiliser le Zap aussi on va détecter des vulnérabilités. Donc on peut aller sur le TP comme ça.
Ça, on a fait tout ça. Donc là, c'est pour la détection des vulnérabilités. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer l'URL de notre machine Metasploitable 2 /dwa vulnerabilities. Donc, d'abord, ici, on va revenir ici. On va revenir ici, tout au début, démarrage rapide ici. Donc, on va aller sur le navigateur, récupérer l'URL. On va venir le mettre ici. Donc, c'est ça, c'est de ça dont on a besoin, qui est l'adresse IP de la machine Metasploitable 2 / le dossier dwa / vulnerabilities. Donc, on copie, on revient sur Zaproxy. Donc, on va coller ça ici. Ici, on va allumer le HTTP. Et là, on peut lancer l'attaque en cliquant sur attaque. Maintenant, ici, vous allez voir ici que l'attaque va démarrer. Il va faire le tour de cette URL et rechercher l'ensemble des vulnérabilités qui sont liées à cette URL. Donc, ça peut prendre du temps. Vous voyez ici, on est juste à 2%. Mais on peut patienter. On va au niveau des alertes, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, ici, on a différents drapeaux. Le drapeau rouge signifie que le niveau est critique. C'est une priorité qui est élevée. Il y a aussi d'autres drapeaux. Donc, ici, vous voyez qu'il a commencé à détecter quelques vulnérabilités ici et qu'il les a mis sur les alertes. Il y a divulgation par erreur dans l'application. Il y a aussi Untet XSS frame option non renseigné. Il y a cookie no HTTP only flag, Untet X content type option manquant, etc. Donc ici, on a vu qu'il a détecté quelques vulnérabilités ici au niveau de l'application. Donc c'est tout ce qu'il y avait à faire au niveau de cette partie. Donc on va maintenant passer à Nikto, qui est un outil aussi qui nous permet d'analyser des vulnérabilités sur une application donnée. Donc on en a déjà parlé même au niveau de la phase théorique. Donc ici on va lancer Nikto. Pour le lancer, c'est simple, on met Nikto-h suivi de l'adresse suivi de l'URL de la cible, Donc ici c'est multi-URL qui nous intéresse. Donc on va aller sur multi-URL. Pour cela, d'abord, je vais désactiver le proxy. On va désactiver le proxy pour pouvoir naviguer normalement. Settings, no proxy. OK. Maintenant, on revient ici. DWA ici. Donc, on met juste l'URL de la machine Metasploitable 2. Maintenant, on va aller cette fois-ci au niveau de multi-URL. Voilà. Ici, je crois que c'est juste ça qui nous intéresse. Cette URL-là qui nous intéresse. Donc, on va copier ça. Et on va lancer ça sur Nikto pour pouvoir détecter les vulnérabilités telles que le local file inclusion et d'autres failles. Donc on met Nikto-h et on va coller ici, soit on met clic droit, coller, ou bien on met Shift Insert pour insérer. Maintenant on lance et on patiente. Donc, dès qu'on aura les vulnérabilités qui nous intéressent, on va arrêter parce que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre extrêmement de temps. Donc là, on a une vulnérabilité de traversée de semaine qui est appelée Local File Inclusion, donc qui nous permet d'inclure des fichiers locaux sur le navigateur et les lire sur le navigateur des fichiers dont on a le droit
lecture, donc je vais arrêter. Donc pour arrêter c'est CTRL-C, on met CTRL-C pour arrêter. Donc ici vous voyez, ici il a détecté une vulnérabilité de traverse de système installé en local file inclusion et qui va me permettre d'afficher quoi? D'afficher le fichier etc passwd qui contient l'ensemble des utilisateurs qui sont sur la machine. Donc c'est un fichier qui ne contient pas les mots de passe. Les mots de passe sont contenus dans le fichier qui s'appelle etc shadow, mais c'est un fichier qui n'est accessible que par l'utilisateur root, donc on ne peut pas l'inclure et le lire au niveau de du navigateur quoi. Donc ici on va copier ça et on va essayer, on va lancer ça au niveau du terminal pour pouvoir lire le contenu du fichier de passwd de la machine Metasploitable. Donc c'est ça. Donc je vais supprimer jusqu'ici, vous avez collé. Donc vous voyez ici on a l'adresse IP de la machine Metasploitable suivi du dossier multi-DAE et là suivi de la base index.php et là il a inclus un fichier qui s'appelle etc.wd si on met entrée. Donc vous avez vu ici on a l'ensemble des utilisateurs qui sont contenus qui appartiennent à la machine Metasploitable. Donc on a des utilisateurs l'utilisateur daemon, il y a aussi 6 etc. Donc c'est ça. Donc c'est une vulnérabilité qui peut être critique. Par exemple, si on a le droit d'inclure des fichiers qui ont des droits assez élevés, tel qu'un fichier le fichier etc shadow. Là, si on pouvait l'inclure ici, vous allez voir qu'on aura les hash des mots de passe de tous les utilisateurs de cette machine. Donc on pourra les craquer et pourra accéder à distance sur cette machine. Ou bien, par exemple, si on avait le droit d'inclure des fichiers de log, par exemple, on peut, par exemple, essayer d'avoir un RCS, c'est-à-dire un Remote Code Execution, en utilisant juste un script PHP qui va nous ouvrir le chemin. Et ici, au niveau de l'URL, on aura la main et on pourra exécuter des commandes directement sur la machine cible et avoir accès sur la machine à distance. Donc, ce sera une combinaison de local file inclusion, c'est-à-dire cette faille, et de l'autre faille qui est un remote code execution. Donc ce sera une combinaison de failles pour arriver à accéder à la machine. Donc ici, c'est une vulnérabilité à ne pas négliger parce que si on a des fichiers sensibles tels que les fichiers de log qu'on peut inclure ici, qu'on peut appeler ici au niveau de l'URL et pouvoir y accéder, donc là ça peut être fatal parce qu'on peut utiliser ces fichiers de log pour pouvoir avoir un RCE et se connecter sur la machine directement. Donc il y a aussi un autre fichier qu'on a trouvé grâce à Nikto, c'est le fichier password, je crois. Ici, d'accord, c'est ça. Le password, quoi. Donc voilà, ici, là aussi on a trouvé grâce à Nikto. Donc si on essaie l'analyse de terminer, on peut pratiquement trouver d'autres failles qui peuvent nous aider, à exploiter la machine cible. Donc c'était ça au niveau de cette partie. Donc maintenant on passe à la vulnérabilité du développement de tampon. Donc c'est une vulnérabilité qui n'est pas du tout facile à exploiter. Donc je peux dire même que c'est la bête noire des hackers, quoi. Donc c'est une vulnérabilité qui n'est pas du tout simple à exploiter. Donc, pour comprendre cette vulnérabilité, il faudra d'abord comprendre les registres ESP, IP, IPP, etc. Donc au niveau de cette partie, on va juste suivre le TP pour avoir le même résultat.
Après, peut-être dans la vidéo bonus, je vais essayer d'expliquer au maximum cette vulnérabilité en utilisant une autre méthode d'exploitation beaucoup plus simple. Donc pour cette partie, donc, on va juste suivre le TP pour avoir le même résultat. Donc ici, ce que vous devez faire, c'est que vous devez aller au niveau de votre dossier partage qu'on a créé lors de la présentation du laboratoire. Donc ce dossier-là, vous devez copier le code comme ça et créer à l'intérieur de ce dossier un fichier qui s'appelle buff.c. Comme ça. Donc vous allez y coller le programme en C. Ensuite, on enregistre. Ensuite, vous devez créer un autre fichier pour y coller l'ensemble des commandes qui sont un peu compliquées à écrire. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, on va essayer de voir les commandes. On va copier cette commande, on va coller là-bas au niveau du fichier commande. Ensuite, on va copier la commande pour la compilation aussi, on va coller ça là-bas. Ensuite, la commande pour l'exécution aussi, on copie, on colle ça là-bas. D'accord. Si c'est bon, on peut aller maintenant vers la machine Kali et essayer de suivre le TP pour obtenir le même résultat. Donc ici, on vient de la machine Kali. Donc pour aller chercher les fichiers créés tout à l'heure, on va aller sur emplacement, ordinateur. On va sur le dossier MNT. On double-clique sur ce dossier et là, vous avez le partage Kali là, qui est là, donc qui contient les deux fichiers dont on a créé tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de ce programme, on va copier ça sur le dossier route. Donc, on met un clic droit, on ouvre un terminal ici, c'est-à-dire on ouvre un terminal sur le dossier courant. Si on met ls, on verra les deux fichiers qu'on a créés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le buff1 vers le dossier route, mais cette fois-ci, on fera le nom buff1.c au lieu de .c, .txt. Donc, ce sera juste .c. Donc, on est entré, on peut fermer ce terminal, on réduit la fenêtre, on revient sur. Maintenant, si je mets ls, comme je suis sur le dossier route, si on met un pwd, on va coller sur le dossier route. Maintenant, si on met ls, on voit le programme qui est là. Donc, on peut mettre un 4 pour afficher le programme, un 4 de buff1.c. Donc, vous voyez, c'est le même programme. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la compilation. On va compiler ce programme pour pouvoir l'exécuter. Donc, on ouvre ce fichier, on lance le fichier commande. Donc, pour la compilation, on copie cette commande. C'est la commande gcc qui nous permet de compiler le programme en C. On copie, on le met ici, et là on va coller. Pour coller, on peut mettre clic droit coller, comme on peut mettre shift insert pour coller. Donc là, si on met entrée, la compilation s'est déroulée normalement. Si on met ls, maintenant on aura un autre fichier qui s'appelle buff1. Donc c'est ce fichier là qui est l'exécutable maintenant. Pour l'exécuter, on met /buff1. C'est comme ça, on va l'exécuter. Maintenant, on va suivre le TP. Donc ici, d'abord, on doit désactiver la gestion aléatoire de la mémoire en attribuant la valeur 0. C'est ça qu'on va faire. On va désactiver la gestion aléatoire, sinon on ne pourra pas exploiter cette vulnérabilité ici. Donc j'avais oublié de copier cette commande. Donc, je vais la copier sur le fichier commande. Si je l'ai ici. Donc je vais aller sur la machine Kali, et sur le dossier partage Kali, et j'ouvre le fichier commande. Là je copie, et
Je vais coller ça sur le terminal. Donc, on est entré. Maintenant, pour vérifier si le rendement SVA espace a été mis à 0, donc on rappelle la commande, on enlève l'écho 0, jusqu'à pour afficher. On voit la valeur 0, donc c'est bon. Donc, on peut continuer. Maintenant, là, cette commande, on l'a déjà fait, c'est la commande de compilation. On a déjà compilé le programme. Maintenant, on peut essayer d'exécuter le programme. Ici, on demande de montrer le résultat des exécutions de buf 1 en donnant plusieurs fois le caractère A. On commence à partir de 207 et on s'arrête quand on aura une exécution normale. Vous pouvez faire appel à des commandes Perl, Python, comme le montre. Mais nous, on va utiliser la commande Python, quoi. Donc, pour cela, on peut le faire. La commande, c'est buf suivi de $Python. $Python -7. Maintenant, on va mettre un print A fois 50. Si je mets... Non, je me suis trompé. Je vais fermer la parenthèse. Donc, on ferme la parenthèse et montrer. Vous voyez, la commande s'est exécutée normalement. Donc ici, pourquoi la commande s'est exécutée normalement? Parce que si j'affiche un nouveau programme, quelqu'un.sc, on voit qu'ici on a un tampon qui ne doit pas dépasser les 208 caractères. Alors que là, on a mis 50 caractères. Donc, si on exécute le programme en dessous de 208 caractères, ça va s'exécuter normalement. Maintenant, on va exécuter ce programme maintenant sur GDB. Exécuter maintenant le programme avec le débugger GDB. Pour l'exécuter, c'est simple. On met GDB -Q sur le programme BF1. On lance et là, le programme est sur le GDB. Maintenant, à partir de là, on peut faire du débugage pour voir là où ça coince. Donc, désassembler le code et déduire la destinée autour. Désassembler le code, vous pouvez utiliser la commande suivante. Donc, on met disassemble pour désassembler le code. Disassemble. Donc, ainsi. Ensuite, on demande de confirmer le résultat précédent en affichant le contenu du registre BP auquel on ajoute la valeur 8. Pour ce faire, il suffit de afficher les instructions du programme ainsi que leur numéro. Donc pour afficher ça, on utilise la commande list dans GDB, lister les instructions et leur numéro. Donc là, on demande maintenant de placer un breakpoint avant la fin de la fonction fn en appelant la commande B et en utilisant le numéro de la ligne. Donc ici, on voit qu'avant la fin de la fonction fn, c'est au niveau de la ligne 7. Donc on va placer un breakpoint là-bas, le B7, et là le breakpoint a été placé. Donc on dit exécuter le programme avec la chaîne ABCD, par exemple. Donc on va exécuter le programme avec la chaîne ABCD. Comme on est dans GDB, pour exécuter le programme, on met juste run ABCD, on met entrée, et là le programme s'exécute normalement. On peut mettre un C pour continuer, parce que là ça s'arrête juste au niveau du breakpoint qu'on avait placé, quoi. Quand on exécute, pour continuer maintenant, il faudra utiliser la lettre C pour pouvoir continuer. Donc c'est bon. On dit finalement on affiche le contenu de la mémoire qui se trouve à l'adresse donnée par le contenu RBP+8.
Donc c'est ça qu'on va faire. On va afficher le contenu dans la mémoire qui se trouve à l'adresse RBP plus 8. Donc on met x slash dx espace RBP plus 8 espace dollar RBP plus 8. Non registré. Donc on peut rester pour continuer. Donc c'est bon. Maintenant là on peut quitter et passer maintenant aux choses sérieuses. Maintenant on va réexécuter le programme. On va réexécuter le programme. Là on se trouve au niveau de la question C. Maintenant exécuter le programme et déterminer le nombre minimal de caractères à mettre dans le tampon pour pousser la destinée retour. Les commandes suivantes permettent d'exécuter le programme dans le débugger en donnant 100 fois le caractère A comme entrée. Maintenant d'abord, comme j'avais quitté, je vais réexécuter le programme sur le débugger. Donc pour cela, on utilise GTB MoQ F1. Donc là, on vient d'exécuter le programme. Maintenant, on va exécuter le programme. On va utiliser les commandes suivantes pour exécuter le programme dans le débugger en donnant 100 fois le caractère A. Pour cela, j'utilise toujours le Python. Donc, je mets un run donc je vais aller copier la commande là-bas. Ce sera beaucoup plus simple. Je vais créer cette commande au niveau de ce fichier. Donc, je vais copier. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Donc, insert. Et je mets un trait. Et là, ça s'exécute normalement. Parce qu'on est toujours en dessous de 208 caractères. En dessous de 208 caractères dimension. Maintenant, on commence à toucher l'adresse de retour par DA quand le nombre 41 qui est le caractère A apparaît dans l'adresse du message d'erreur. Donc c'est ça quoi. Maintenant ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un breakpoint, déterminer l'adresse du tampon. Pour ce faire, il suffit de placer un breakpoint avant la fonction fn comme on avait fait tout à l'heure. Donc pour placer un breakpoint, on met un B7, on place un breakpoint ici. Maintenant on va maintenant exécuter le programme juste avec 40 caractères A. Donc pour cela je peux appeler la commande. Mais cette fois-ci, je ne vais pas mettre 100, je vais juste mettre 40 caractères A. Donc c'est bon. Maintenant, on me demande d'afficher le contenu de plusieurs cases mémoire à partir du sommet de la pile donnée par le registre RSP. Donc c'est ça qu'on va faire pour afficher le contenu. On met X, 100X, $RSP. $RSP $RSP. Donc on met un trait. Donc vous voyez ici, on a ici au niveau de la deuxième ligne l'apparition pour la première fois des caractères A. Donc c'est ça qui va nous intéresser ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de localiser la première adresse mémoire qui ne contient que des A. Donc c'est l'adresse mémoire. Donc c'est ça. On va l'utiliser tout à l'heure. Maintenant, à noter qu'on peut aussi lire l'adresse de la variable tampon en tapant la commande print. Ça, c'est pas intéressant. Maintenant, cette adresse-là, on va la copier. Ici, on demande de tourner le programme en exécutant un shell. Pour ce faire, il suffit d'écraser l'adresse de retour par l'adresse trouvée dans l'étape précédente et clique sur le format Little Indian. Maintenant, cette adresse-là, on va la copier, on va l'écrire sur le format Little Indian. C'est-à-dire qu'on va inverser, on va commencer par le B0 et terminer par le ZF. Donc c'est ça le format Little Indian en mettant toujours devant un X, un slash X. On met toujours devant ça un slash X. Maintenant, mettre le code
qu'on veut exécuter dans le tampon. Le code suivant contient 82 caractères et permet d'afficher le contenu de ces WD, c'est-à-dire ce code-là, quoi. Donc c'est un code qui nous permet, une fois qu'il est exécuté, va nous permettre d'afficher le fichier TCP/WD qui est un fichier qui contient l'ensemble des utilisateurs qui se trouvent sur la machine. Donc ce code-là, j'en aurai besoin. Donc je vais copier ça. Je vais coller ça sur le fichier. Donc d'abord je ferme ici. Donc je vais aller sur le partage, commande. Donc je vais coller ça ici. J'en aurai besoin. Je peux enregistrer, je vais revenir sur la machine Kali et je vais ouvrir ça. Donc au niveau du partage, commande, double-clic. Donc voici le code. C'est le code qui va nous permettre d'afficher le fichier TCP/WD. Donc c'est bon. Maintenant, on va prendre ici l'adresse mémoire où il y a l'apparition des caractères A pour la première fois. Donc c'est cette adresse-là qu'on va écrire en Little Indian. On copie. Donc on vient sur le fichier ici, on colle ça ici. Donc pour l'écrire en Little Indian, c'est simple. Donc je vais copier ça depuis des zéros. On commence par les deux dernières combinaisons. Donc d'accord, mix, ouais. Ensuite on copie les zéros. X 0, là c'est DF, c'est encore DF, donc c'est 2. Là aussi c'est DF encore. Ensuite on a c'est DF et c'est bon. Là on a réussi à écrire l'adresse en Little Indian comme ça. Donc on va utiliser ça plus tard. Maintenant, pour avoir plus de flexibilité, nous pouvons procéder le code à exécuter par plusieurs notes et le suivre l'adresse qui écrasera celle de retour. Donc on a pratiquement tout ce dont on a besoin. Donc on va essayer d'exécuter le programme et une fois que le tampon sera débordé, on va exécuter en même temps le shellcode. C'est ce shellcode là qui nous permet d'afficher le fichier TCP/WD. Donc c'est ça le but, quoi. Donc on donne le programme le nombre de caractères dont il a besoin, qui est de 134. Ensuite on va exécuter comme le tampon est rempli. Si le tampon est rempli, au moment où il va déborder, on va exécuter ce code qui va lui dire exécute-moi le fichier TCP/WD pour avoir le contenu du fichier TCP/WD. Maintenant, ce que je vais faire, je reviens ici, je vais éliminer ici les retours à la ligne. Donc je vais les éliminer, comme ça ce sera une chaîne, quoi. Au niveau du shellcode, le shellcode qui va nous permettre d'afficher le contenu du fichier TCP/WD. On élimine ici encore. Et là aussi on supprime. Donc là on vient d'avoir une seule chaîne.
Donc maintenant on peut exécuter. Je vais écrire ici la commande complète. On va mettre en run de Python, par exemple run de ça. Je copie. On met un run de ça. Maintenant ici, on va mettre un print, -c print. Maintenant x90 ici. x90 comme ça. Maintenant, on multiplie par 134 caractères. 134. Maintenant, on va ajouter ici un plus qui va être le shellcode, je crois. Maintenant, on met plus suivi du shellcode, c'est-à-dire ce shellcode-là. On a pu écrire ça sur une seule ligne ici. Donc, on va copier jusqu'à la fin. Comme ça. On copie, on met ça ici, CTRL-V, et on continue. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Ça reste l'adresse où il y avait pour la première fois l'apparition des caractères A, donc on avait écrit en italien. Donc ça reste ça, on va copier ça. Donc sur cette adresse là, donc je vais mettre un plus encore, plus cette adresse. Donc je mets des guillemets, plus, je crois que c'est bon. On a la commande complète. Donc on va exécuter ça au niveau du ZDB, mais il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas au niveau des ZDB, on va quitter ZDB et l'exécuter sur le terminal pour avoir le résultat. Donc on copie, une fois la commande copiée, on va revenir ici au niveau des ZDB, on va coller ça ici, entrer, donc AS. Vous voyez qu'on n'a pas le même résultat, mais on quitte, on sort de ZDB. Maintenant on va l'exécuter ici, on met coller. Ici c'est qu'on va je crois qu'il y a un retour à la ligne qu'on va éliminer ici. À partir de là, donc ici remarque, on dit l'adresse de retour ne doit jamais contenir, d'accord, sinon la fonction strcopy va confondre cet octet avec celui de la fin de la chaîne de caractères. Si jamais le début de buffer a une adresse terminant par x, W0 modifier l'adresse de retour par une autre différente de celle du début de buffer. Dans ce cas, il faut s'assurer que le code sera exécuté une fois l'exécution est détournée vers l'adresse choisie. Une fois la commande run est lancée, vérifiez avec la commande XSP que le code injecté se trouve toujours à la bonne adresse avant de continuer. Sinon, reprendre l'exécution de la commande run en utilisant une bonne adresse. Là, on dit quitter GDB maintenant, c'est ça qu'on vient de faire. Quitter GDB, essayer de varier petit à petit l'octet ayant le poids le plus faible dans l'adresse de retour jusqu'à ce que l'attaque réussisse. Donc, c'est ça qu'on vient de faire. On va quitter GDB, on va essayer d'exécuter le programme sans GDB, quoi. Donc, je crois que c'est ça qu'on va copier. On revient sur le terminal. Donc là, on va lancer le programme BUF qui est vulnérable.
au débordement de tampon. Ensuite, j'ai pas fait la bonne copie. On va juste copier sans autant prendre le run, quoi. Mais tout le reste c'est bon. On copie ça. Donc on revient ici. On va coller. Et là on met entrée. Il y a un petit souci. Donc je rappelle la commande. Je crois que le problème c'est ici. Donc ça c'était un retour à la ligne. Donc il faut éliminer ça. On met entrée et la bingo. Vous avez vu, on a pu afficher le fichier etc. passwd. Donc c'était ça quoi. On a pu déborder le tampon et en même temps exécuter notre shellcode qui est ce code là qui permet d'afficher les fichiers etc. passwd. Donc là vous voyez ici on a l'utilisateur root. On a l'utilisateur daemon, bin, sys, etc. L'utilisateur ici nobody, etc. Donc c'était ça, l'exploitation de la vulnérabilité buffer overflow qui est le débordement de tampon. Donc c'est une vulnérabilité qui n'est pas du tout simple à exploiter, c'est pas du tout simple. Ça je vous le dis, donc je peux dire que même c'est la bête noire des pentesters quoi. Donc au niveau de la vidéo bonus, peut-être je vais essayer de démystifier ça et vous aider à mieux comprendre avec l'explication des registres BP, ESP. C'est ça qu'on doit d'abord comprendre avant de passer à l'exploitation quoi. Ensuite il y a un outil qui est beaucoup plus simple à utiliser, c'est-à-dire c'est un outil qui s'appelle ZDBPDA. Donc c'est beaucoup plus simple pour exploiter un buffer overflow. Donc ça sera beaucoup plus simple là-bas. Donc ici au niveau du TP, le prof a juste montré l'essentiel. Il a sauté pas mal d'étapes. Donc au niveau de la vidéo bonus, on va essayer de faire étape par étape et de faire comprendre comment exécuter la vulnérabilité de débordement de tampon grâce à un outil qui s'appelle ZDBPDA. Donc c'est là où se termine le TP4. Je vous dis merci et à très bientôt.